En ce moment, la dette mondiale dépasse les 300 000 milliards de dollars. Imaginez, c'est 3 fois plus que le revenu annuel de toute la planète. Les États-Unis à eux seuls doivent 36 000 milliards de dollars. En entendant un chiffre aussi énorme, la première question qui vient à l'esprit est « Si chaque pays est endetté, alors à qui doit-on tout cet argent? Qui sont ceux qui prêtent à des pays aussi puissants ?» La question est simple, mais la réponse est tout aussi complexe, car dans le monde d'aujourd'hui, la dette ne circule pas en ligne droite. Elle tourne en rond. Un pays emprunte à un autre, le second à un troisième, puis l'argent revient finalement au premier pays. Les gens pointent souvent du doigt la Chine. On dit que c'est la Chine qui a prêté le plus aux États-Unis. Oui, la Chine détient des obligations américaines d'une valeur de 750 milliards de dollars. Mais la réalité, c'est que la Chine elle-même est engloutie sous plus de 18 000 milliards de dollars de dette. Et cette dette est détenue par les propres banques chinoises. Ce sont ces mêmes banques qui achètent aussi des obligations américaines. Cela signifie que la Chine prête de l'argent aux États-Unis. Les États-Unis empruntent à la Chine et les banques des deux pays achètent les obligations de l'autre. Mais qu'est-ce qu'une obligation, au juste? Comprenez-le en termes simples. Une obligation est une sorte de promesse écrite. Le gouvernement ou une entreprise prend de l'argent de votre part et vous remet un document sur lequel il est écrit « Nous vous rendrons votre argent avec intérêt après tant d'années ». C'est ce qu'on appelle une obligation. C'est à la fois un investissement et un moyen de financement pour le gouvernement. Maintenant, réfléchissez un instant. Ceci n'est que l'histoire de deux pays. Dans le monde entier, chaque pays emprunte et prête aussi. Tout ce système fonctionne comme une roue qui tourne, et il ne s'agit pas seulement d'échange d'argent. C'est le moteur de la croissance économique mondiale. Mais comment tout cela a-t-il commencé? En réalité, la dette n'est pas une chose nouvelle. Elle est aussi ancienne que l'histoire de l'humanité. Quand il n'y avait pas de pièces de monnaie, les gens prêtèrent des choses sur la base de la confiance. Prends-le maintenant, rends-le après la récolte. C'était aussi simple que ça. Petit à petit, cette dette est devenue une affaire de grande ampleur pour les rois et les royaumes. Quand il fallait faire la guerre, construire des palais et que l'argent des impôts ne suffisait pas, pour la première fois, des obligations ont été vendues au public. Les gens ont donné de l'argent au gouvernement et, en échange, ils ont reçu un morceau de papier, une promesse que quelques années plus tard, le gouvernement leur rendrait à la fois l'argent et les intérêts. C'est ainsi qu'a commencé la dette moderne. Puis sont arrivées les deux guerres mondiales, suivies de l'accord de Bretton Woods de 1944, qui a fait du dollar américain le pivot du système financier mondial. Mais à mesure que les dépenses augmentaient, l'or a commencé à s'épuiser et, en 1971, les États-Unis ont mis fin à l'étalon or. Désormais, le dollar ne repose que sur la confiance. Il n'est plus adossé à rien de concret. C'est alors que la véritable tempête de la dette a commencé. Désormais, les gouvernements, n'importe quel projet, imprimaient de l'argent. Pour construire des écoles, réparer des routes ou sortir d'une récession, ils pouvaient le faire grâce à cela. Aujourd'hui, si les États-Unis sont endettés, 70% de cette dette est détenue par leurs propres citoyens, banques et entreprises. C'est-à-dire que le gouvernement emprunte de l'argent à la population. Il promet de le rembourser intégralement avec des intérêts après quelques années. Les gens déposent de l'argent à la banque. Les banques achètent des obligations avec cet argent et ainsi le gouvernement américain obtient des prêts. C'est la même chose en Inde, en Europe, au Japon, partout. La situation est la même partout. Les pays empruntent de l'argent à leur propre population, à leurs banques ou à d'autres pays. Les compagnies d'assurance, les fonds de pension, les fonds communs de placement, tous prêtent de l'argent au gouvernement parce qu'ils ont aussi besoin d'un investissement fiable. C'est pourquoi, lorsque nous disons que le monde est endetté à hauteur de 300 000 milliards de dollars, il est tout aussi vrai que cet argent appartient aux gens, aux entreprises, et il est détenu par les banques. Donc, en réalité, toute cette dette est un réseau qui relie les pays, les banques et les citoyens entre eux. Maintenant, la question se pose. Est-il vraiment nécessaire d'emprunter? Un pays ne peut-il pas fonctionner sans dette? Attendez un instant, car la dette n'est pas toujours mauvaise. En réalité, une dette contractée de manière judicieuse est l'outil le plus important pour le développement d'un pays. Supposons que le gouvernement n'ait pas d'argent pour l'instant, mais qu'ils doivent lancer des projets d'écoles, d'hôpitaux, de routes ou de chemins de fer. Ces projets ne rapporteront des bénéfices qu'au bout de plusieurs années, mais il faut de l'argent immédiatement pour les réaliser. Le gouvernement peut emprunter. Et petit à petit, il peut rembourser cet argent grâce aux recettes fiscales. C'est ce qu'on appelle une dette productive.
C'est un emprunt qui, à l'avenir, apporte à la fois des revenus et du développement au pays. Par exemple, le Japon, qui détient la plus grande dette au monde par rapport à son PIB, mais quand on voit la qualité de ses routes, de ses trains, de sa technologie et de la vie de ses habitants, personne ne peut dire que ce pays est en faillite, car leur dette est détenue par leurs propres citoyens et sont détenus par les banques. Et ils ont investi cet endettement dans l'infrastructure, l'innovation et la croissance. L'Inde aussi, dans les années qui ont suivi le Covid, a contracté une dette d'investir dans l'infrastructure et dans des projets comme Digital India. En retour, la croissance du PIB a fortement augmenté. Donc, la question n'est pas de savoir si la dette est bonne ou mauvaise. La vraie question est de savoir si cette dette a été utilisée à bon escient. Si le gouvernement emprunte et investit l'argent dans secteurs productifs, comme les écoles, les routes, les entreprises ou l'amélioration de l'environnement, cela peut accélérer la croissance de l'économie du pays. Mais si cet argent est dépensé en subventions, cadeaux électoraux ou programmes nuisibles, alors le pays continue de payer des intérêts sans en tirer aucun bénéfice, et c'est à ce moment-là que la dette devient un fardeau. L'autre aspect de la dette est qu'elle crée une relation de confiance entre les citoyens et les gouvernements. Réfléchissez. Lorsqu'un citoyen ordinaire achète une obligation d'État, il est en réalité en train de dire quelque chose. J'ai confiance en mon pays pour qu'il me rende mon argent, et c'est justement cette confiance qui maintient toute l'économie en vie. Mais si cette confiance venait à disparaître, comme cela s'est produit au Sri Lanka ou en Argentine, alors le pays n'arrive plus à rembourser sa dette. Le dollar s'épuise et la population doit faire face à l'inflation et à la pauvreté. C'est pourquoi l'économie mondiale repose sur un équilibre fragile. Trop s'endetter comporte des risques, mais ne pas s'endetter du tout peut aussi freiner la progression du pays. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir une dette intelligente, une dette contractée de manière réfléchie, dépensée avec planification et qui profite aux générations futures. Le monde moderne d'aujourd'hui repose en réalité sur une seule idée, la confiance. La confiance que si je prête aujourd'hui, je serai remboursé demain, la confiance que les gouvernements tiendront leurs promesses, et la confiance que tout ce système continuera de fonctionner. Mais à mesure que la dette augmente, les questions se multiplient aussi. Cette confiance pourra-t-elle toujours être maintenue? Partagez vos avis dans les commentaires.